Ma fille m'a dit, la ferme, papa, personne ne s'intéresse à toi, alors j'ai pris mes clés et je ne suis jamais revenu. Je n'aurais jamais pensé que l'homme qui a bâti cette famille serait un jour réduit au silence à sa propre table. Ma fille m'a dit, la ferme, papa. Personne ne s'intéresse à toi. J'étais assis là, ma fourchette à la main, le cœur brisé, et ma dignité s'envolant. J'ai pensé à tous les sacrifices que j'avais faits. Toutes les nuits où j'avais travaillé pour qu'elle puisse avoir une vie meilleure. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Mais vous n'allez pas croire ce que j'ai fait ensuite. Avant cela, dites-moi d'où vous regardez et s'il vous plaît, abonnez-vous pour que mon histoire puisse toucher plus de gens comme moi. Dès le tout début de ma vie de père, tout ce que j'ai fait, c'était pour ma fille. J'ai grandi avec très peu, et je me suis juré que mon enfant ne connaîtrait jamais la faim, le froid, et le sentiment d'insignifiance que j'ai connu enfant. Quand elle est née, je me suis promis que peu importe ma fatigue, peu importe mon manque d'argent, peu importe à quel point les choses semblaient désespérées, je subviendrais à ses besoins. J'ai travaillé chaque heure que je pouvais trouver. Des journées sur des chantiers de construction, des nuits à réparer des machines cassées dans des garages sombres, des week-ends à transporter des briques pour des hommes 2 fois plus jeunes que moi, juste pour qu'il y ait du pain sur la table et des chaussures à ses pieds. Je ne me suis jamais plaint. Chaque douleur dans mon dos, chaque cale sur mes mains, chaque pied empoulé en valait la peine parce que quand je rentrais à la maison, elle était là. Ma petite fille. Je me souviens encore de ses premiers pas. La façon dont elle a trébuché à travers le salon pour tomber dans mes bras. À ce moment-là, je me sentais comme l'homme le plus riche du monde. Je n'avais rien dans mon portefeuille, mais j'avais tout ce qui comptait. Et je me suis dit, tant que je respirerai, elle ne manquera jamais de rien. Quand l'école a commencé, j'ai payé chaque facture à temps. Je ne l'ai jamais laissé manquer une sortie scolaire. Je ne l'ai jamais laissé rester à la maison, embarrassé, parce que nous ne pouvions pas nous permettre un uniforme ou un livre. S'il fallait que je saute des repas pour qu'elle puisse déjeuner à l'école, je les sautais sans hésiter. Je me souviens d'être resté assis seul certains soirs, ne buvant que du thé pour dîner, pendant qu'elle dormait le ventre plein. Je souriais même si la faim me rongeait, parce que c'est ce que les pères sont censés faire. Quand elle a voulu aller à l'université, je n'ai pas hésité. J'ai vendu ma vieille voiture, celle que j'espérais réparer et conduire pendant mes années de retraite. J'ai contracté des prêts à mon nom. J'ai fait des heures supplémentaires jusqu'à ce que mes mains tremblent d'épuisement. Et quand elle a traversé la Seine dans sa toge, son diplôme à la main, j'ai pleuré comme un enfant. Pas parce que j'étais fatigué, pas parce que j'étais pauvre, mais parce que j'étais fier. Fier d'avoir tenu ma promesse. Puis est venu son mariage. Je l'ai regardée descendre l'allée, resplendissante comme sa mère l'était le jour de notre propre mariage. J'avais perdu ma femme des années plus tôt, mais à cet instant, c'était comme si elle était de nouveau avec moi, souriant à la famille que nous avions construite. J'ai payé pour la réception. Chaque fleur, chaque assiette, chaque chaise louée, tout venait de mes économies. Les gens me disaient que j'étais stupide, que ce n'était pas ma responsabilité. Mais comment aurais-je pu ne pas le faire? C'était ma fille. Son bonheur était mon devoir. Même après son mariage, j'ai continué à donner. Quand elle et son mari ont voulu une maison, j'ai aidé pour le prêt. J'ai co-signé les papiers, versé la compte, et je me suis assuré qu'ils ne commenceraient jamais leur mariage endetté. Chaque recoin de cette maison portait une part de moi. La peinture sur les murs, le jardin dans la cour, la lumière du porche qui les gardait en sécurité la nuit, j'avais rendu tout cela possible. Je me disais, cette maison sera toujours l'endroit où j'appartiens. Cette table aura toujours une place pour moi. Et oh, les dîners. Pour moi, les dîners de famille étaient sacrés. Ce n'étaient pas juste des repas. C'étaient des traditions, des fils nous reliant les uns aux autres. Quand ma femme était en vie, elle cuisinait le dimanche, et nous nous réunissions autour de la table, riant, nous disputant, racontant des histoires jusqu'à ce que les bougies se consument. Après son décès, j'ai essayé de maintenir cela en vie. Je voulais que ma fille et ses enfants sachent que s'asseoir à table, ce n'était pas une question de nourriture. C'était une question d'appartenance. Chaque fois qu'elle m'invitait à dîner, je mettais ma plus belle chemise, je cirais mes chaussures et j'apportais un petit cadeau pour les petits-enfants. Un livre, un puzzle, parfois des bonbons que leur mère disait qu'ils n'avaient pas besoin. Peu m'importait. Je voulais qu'ils se souviennent de leur grand-père avec chaleur, pas avec distance. Je voulais qu'ils entendent mes histoires, qu'ils sachent d'où ils venaient.
Je leur parlais des années de guerre, de la construction de maisons à main nue, du rire de leur grand-mère. Je voulais qu'ils me voient non pas comme un vieil homme sur une chaise, mais comme une partie des fondations de leur vie. Assis à ces tables, je sentais que j'avais encore de l'importance, que je ne vieillissais pas simplement dans un coin, attendant d'être oublié. Je voyais ma famille, mon sang, réunis autour de moi, et je pensais, voilà pourquoi toutes ces années de sacrifice ont valu la peine. Voilà pourquoi j'ai travaillé jusqu'à ce que mes os me fassent mal. C'est mon héritage. C'est pourquoi l'insulte m'a blessé si profondément plus tard. Parce que pour moi, ces dîners n'étaient pas anodins. Il ne s'agissait pas de nourriture ou de routine. Ils étaient sacrés. Ils étaient la dernière parcelle de véritable appartenance qu'il me restait. Je n'avais plus ma femme. Mes amis étaient pour la plupart décédés. Mon corps était devenu frêle. Mais quand je m'asseyais à cette table, racontant une histoire à mes petits-enfants, je me sentais à nouveau entier. Et je croyais, bêtement peut-être, que ma fille comprenait cela, qu'elle y attachait autant de valeur que moi. Je ne m'attendais jamais à ce qu'elle voie mes paroles comme du bruit. Je n'ai jamais pensé que mes histoires étaient un fardeau. Je pensais que je donnais à ces enfants quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. La mémoire, l'histoire, un lien avec les personnes qui les ont précédées. Je pensais qu'elle me voyait comme le patriarche, l'aîné, l'homme qui avait donné sa vie pour qu'elle puisse avoir la sienne. Mais j'avais tort. Cette nuit-là, quand elle m'a dit de me taire, j'ai réalisé la vérité. Pour elle, je n'étais plus le patriarche. Je n'étais pas l'homme qui avait bâti son avenir. Je n'étais même plus un père. J'étais juste un vieil homme qui prenait de la place à sa table. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup. Si c'était le cas, je l'aurais peut-être remarqué plus tôt. Je me serais peut-être préparé. Mais le changement est venu lentement, par petites coupures qui ne saignaient pas beaucoup au début, mais qui, ensemble, m'ont affaibli. Ma fille, le même enfant que j'avais porté sur mes épaules, la même fille que j'avais accompagnée à l'école, la même jeune femme que j'avais accompagnée à l'hôtel le jour de son mariage, a commencé à me traiter comme si ma présence était quelque chose à endurer plutôt qu'à chérir. Au début, c'était juste son ton, un soupir par-ci, un petit roulement d'yeux quand je répétais une histoire. Je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit, elle est fatiguée. Elle a des enfants. Elle a un mari et des factures. Je ne devrais pas le prendre personnellement. Mais ensuite, les petits signes sont devenus plus acérés. Au dîner, quand je commençais à raconter un souvenir de sa mère, elle me coupait d'un rapide « Papa, on a déjà entendu ça ». Les mots étaient brefs, mais ils piquaient comme un coup de fouet. Le souvenir de ma femme n'était pas une histoire répétée pour moi. C'était tout ce qu'il me restait d'elle. Mais j'ai laissé passer, forçant un sourire, me disant encore « Elle est juste stressée ». Les petits-enfants, eux aussi, ont commencé à l'imiter. Les enfants remarquent tout, même les choses que vous préféreriez qu'ils ne voient pas. Quand je commençais à parler, ils jetaient parfois un coup d'œil à leur mère d'abord, comme s'ils attendaient de voir si mes paroles valaient la peine d'être écoutées. D'autres fois, ils gloussaient et levaient les yeux au ciel comme elle. Ils n'étaient pas cruels. Ils apprenaient d'elle. Pourtant, chaque fois, je me sentais rapetissé sur ma chaise. Les histoires que j'avais autrefois cru être des trésors ont commencé à ressembler à du désordre dans leurs oreilles. Le schéma s'est accentué. Si je posais une question sur sa journée, sa voix devenait plus sèche. « Papa, je n'ai pas le temps pour ça. » Si je suggérais quelque chose à propos des enfants, un livre, une façon de faire les devoirs, même une habitude pour le coucher, elle répliquait sèchement. « Nous savons comment élever nos enfants. » Merci. J'étais assis là, tranquillement, hochant la tête, les lèvres serrées pour ne pas laisser la douleur intérieure déborder. Je me disais qu'elle ne le pensait pas. Je me disais qu'elle était fatiguée. Je me répétais sans cesse que les filles aiment leur père. Mais au fond de moi, je commençais à sentir une vérité que je ne voulais pas admettre. La distance entre nous n'était pas temporaire. Elle grandissait. Une fois, je me souviens, nous étions assis dans le salon après le dîner, et j'ai commencé à raconter aux petits-enfants comment leur grand-mère cousait les vêtements de leur mère à la main quand elle avait leur âge. Je pensais qu'ils aimeraient savoir à quel point leur grand-mère était forte et intelligente. À mi-chemin, ma fille s'est levée, a tapé dans ses mains et a dit « Allez les enfants. Au lit. Les histoires ennuyeuses de grand-père peuvent attendre. » Elle a ri légèrement, pensant peut-être que c'était une blague, mais j'ai vu les enfants me regarder, un sourire narquois aux lèvres,
et la suivre à l'étage sans un mot de plus. Je suis resté assis seul sur le canapé, les mots que je n'avais pas encore finis suspendus lourdement dans ma gorge. Cette nuit-là, j'ai pleuré silencieusement dans ma voiture avant de rentrer chez moi. Une autre fois, j'ai apporté un album photo. Je pensais que ce serait un cadeau, quelque chose que les enfants pourraient feuilleter, voir d'où ils venaient, voir leur histoire familiale. Je l'ai posé sur la table après le dîner, excité de le partager. Ma fille y a jeté un coup d'œil, a soupiré et a dit « Papa, on n'a pas besoin de vieilles photos qui traînent. S'il te plaît, n'encombre pas la maison avec ça. » Elle a repoussé l'album, et j'ai senti quelque chose en moi se plier en deux. Ce n'était pas juste des photos. C'était ma vie. C'était sa vie. Mais pour elle, c'était du désordre. Le pire, c'est quand son mari a commencé à s'y mettre. Au début, il avait toujours été poli avec moi, même gentil. Mais avec le temps, il a suivi son exemple. Quand je parlais trop longtemps, je le surprenais à sourire en coin derrière son verre ou à échanger un regard avec elle qui disait, sans mots, le voilà reparti. Une fois, alors que j'avais du mal à me souvenir du nom d'un vieil ami, il a gloussé et marmonné, « Tu perds la boule, hein ?» Ils ont ri tous les deux. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Pourtant, je me suis dit de supporter. Je me suis souvenu des nuits où je suis resté debout pendant qu'elle était malade enfant, lui tenant la main jusqu'à ce que sa fièvre tombe. Je me suis souvenu des matins où j'ai marché des kilomètres pour aller au travail juste pour qu'elle ait de l'argent pour le bus de l'école. Je me suis souvenu de la façon dont elle me serrait fort dans ses bras quand je rentrais du travail, mes vêtements trempés de sueur, en chuchotant « Tu m'as manqué, papa ». Comment pouvais-je jeter tout cet amour juste parce qu'elle était devenue sèche, impatiente, froide? Non, me suis-je dit. C'est juste une saison. Les familles traversent des saisons. Elle s'adoucira à nouveau. Elle se souviendra. Mais au fil des mois, la distance est devenue plus froide, plus dure, comme un hiver s'installant pour de bon. J'ai remarqué qu'elle ne m'appelait que si elle avait besoin de quelque chose. J'ai remarqué qu'elle ne demandait pas comment j'allais. Même alors que ma santé commençait à montrer son âge, j'ai remarqué que lorsque je parlais à table, la pièce devenait plus lourde, pas plus légère. Je n'étais plus une source de joie. J'étais une obligation. Je l'ai ignoré aussi longtemps que j'ai pu. J'ai souri quand ils se sont moqués de moi. Je suis resté silencieux quand ils m'ont ignoré. Je me suis dit, elle est stressée. Elle ne le pense pas, mais la vérité se rapprochait chaque jour, attendant le moment où je ne pourrais plus la nier. Je n'étais plus son père à ses yeux. J'étais juste un vieil homme qui avait survécu à son utilité. Et puis est venue la nuit à table. La nuit où elle m'a dit de me taire. C'est là que toutes les petites coupures se sont rejointes et ont saigné d'un seul coup. Cette nuit-là devait être ordinaire. Un simple dîner de famille. Le genre de soirée qui me réchauffait le cœur. Le genre de rituel qui faisait que toutes les années de sacrifice en valaient la peine. La longue table à manger était dressée avec les plats qu'elle avait cuisinés. Les petits-enfants étaient assis à leur place habituelle, et moi, comme toujours, j'étais assis près du bout, le dos droit, les mains jointes, prêt à faire partie de leur monde. Pour moi, ces rassemblements étaient sacrés. Ils étaient le battement de cœur de la petite famille qu'il me restait. J'étais venu vêtu de ma plus belle chemise, fraîchement repassée, mes chaussures cirées, parce que même à mon âge, je voulais montrer du respect. Je voulais qu'ils voient que j'étais présent non pas comme une ombre, mais comme leur père, leur grand-père, l'homme qui avait jeté les bases de tout cela. La nourriture a circulé, les assiettes se sont remplies, les rires fusaient ici et là. Je souriais tranquillement, laissant le bavardage m'envahir, écoutant les enfants parler de leur école, de leurs jeux, de leurs amis. C'étaient les moments pour lesquels je vivais. Entendre leur voix, me sentir encore faire partie d'une famille. Quand il y a eu une accalmie dans la conversation, j'ai pensé que ce serait le moment idéal pour partager quelque chose qui me trottait dans la tête toute la journée. Ce n'était pas n'importe quelle histoire. C'était à propos de ma défunte femme, leur grand-mère. Je voulais que les enfants entendent parler d'elle, qu'ils connaissent la femme dont l'amour m'avait porté à travers les années les plus difficiles. Je me suis raclé la gorge doucement et j'ai commencé, vous savez, quand votre grand-mère avait votre âge, elle avait l'habitude de... Ma voix était posée, calme, remplie de la tendresse du souvenir. Mais avant que je puisse finir, j'ai vu ma fille se raidir. Ses yeux se sont plissés, ses lèvres se sont serrées en une ligne fine. Et puis, tranchant comme un couteau au milieu du repas, elle a lâché, la ferme, papa.
Personne ne s'intéresse à toi. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Lourds, brutaux, définitifs. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Sûrement ma fille, l'enfant que j'avais élevé avec amour, la femme pour qui j'avais tout sacrifié, n'aurait pas pu me dire ça. Pas ici, pas devant ses enfants, pas avec un tel venin. Mais il n'y avait pas d'erreur. Sa voix avait été claire, assez forte pour que tout le monde à table l'entende. Pire que ces mots, il y a eu le son qui a suivi, le rire de son mari. Il ne s'est pas précipité pour adoucir le coup. Il n'a pas dit « Allons, c'est un peu trop ». Au lieu de ça, il a gloussé, comme si l'humiliation de son père était quelque chose d'appréciable. Ce rire a rendu le silence autour de la table insupportable. Les petits-enfants ont baissé les yeux sur leurs assiettes, évitant mon regard. Ils ne m'ont pas défendu, mais je ne pouvais pas les blâmer. C'étaient des enfants. Ils apprenaient à ce moment-là comment me traiter, apprenant de la femme même que j'avais autrefois portée dans mes bras. Le plus jeune s'agitait avec sa cuillère, les joues rouges de honte. L'aîné faisait semblant de boire de l'eau, bien que ses mains tremblent légèrement. J'ai tout vu, et j'ai compris. Ils sentaient le poids de l'insulte, eux aussi. Mais ils n'avaient pas le pouvoir de l'arrêter. À l'intérieur, mon cœur s'est fissuré. Je voulais crier, exiger le respect, lui rappeler chaque nuit où j'avais travaillé dans la douleur, chaque pièce que j'avais économisée, chaque rêve que j'avais abandonné pour qu'elle puisse s'asseoir à cette table même sans souci. Mais ma voix n'a pas voulu sortir. Au lieu de cela, j'ai baissé les yeux, j'ai délicatement posé ma fourchette sur l'assiette et j'ai gardé la bouche fermée. Je lui ai laissé le dernier mot parce que j'ai réalisé alors que ce n'était pas juste un mot. C'était une vérité en laquelle elle croyait. La pièce a continué sans moi. Les conversations ont repris. Les rires sont revenus. Mais je suis resté assis là comme un fantôme, invisible, humilié. Chaque son semblait lointain, comme si je ne faisais plus partie d'eux, juste un intrus à une table qui était autrefois la mienne. Ma fille ne m'avait pas seulement réduit au silence, elle m'avait dépouillé de ma dignité devant la famille même que j'avais bâtie. Ce moment a tourné en boucle dans ma tête alors que le repas s'éternisait. J'ai pensé à ma femme, comment elle aurait pleuré si elle avait vu sa fille me parler de cette façon. J'ai pensé aux années d'amour que j'avais investies pour l'élever, pour qu'elle me le rende avec mépris. Et je me suis vu assis là, ravalant tranquillement la douleur, faisant semblant d'être calme pour que les petits-enfants ne me voient pas craquer. Quand les assiettes ont été débarrassées et que la soirée s'est terminée, j'ai repoussé ma chaise lentement et je me suis excusé. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Personne n'a même remarqué la façon dont ma main tremblait en prenant mon manteau. Pour eux, c'était juste un dîner de plus. Pour moi, c'était la nuit où j'ai réalisé que je n'étais plus un père à cette table. J'étais un inconvénient. Et cette prise de conscience, plus que l'insulte elle-même, est ce qui m'a vidé. C'est le moment où j'ai compris que quelque chose était mort entre nous, et que cela ne pourrait jamais être ramené à la vie. Au moment où elle a prononcé ces mots, toute la pièce a basculé. Ma fourchette était figée à mi-course, ma main tremblant légèrement, bien que j'ai essayé de le cacher. Le son de sa voix me disant de me taire n'a pas résonné qu'une seule fois. Il semblait rebondir contre les murs, se répéter dans ma tête et m'oppresser la poitrine. Je pouvais sentir la chaleur monter à mon visage, la piqûre dans mes oreilles, le poids dans ma gorge alors que je ravalais la boule qui menaçait de m'étouffer. Le pire, ce n'était même pas ces mots. C'était le silence qui a suivi. Un silence si tranchant qu'il coupait plus profondément que n'importe quelle insulte. Les petits-enfants fixaient leurs assiettes comme si leur nourriture était soudainement devenue la chose la plus fascinante au monde. Leurs petites épaules se sont raidies. Leurs yeux se sont dirigés partout sauf vers moi. Ils ne riaient pas. Ils ne souriaient pas. Ils ne respiraient même pas fort. Ils étaient gênés pour moi, mais aussi effrayés. Effrayés de ce que signifiait s'opposer à leur mère. Et c'est ce qui m'a fait encore plus mal à la poitrine, car j'avais toujours imaginé que mes petits-enfants me regarderaient avec respect, avec chaleur, avec admiration. Au lieu de cela, à ce moment-là, ils m'ont regardé avec pitié, et la pitié, ai-je réalisé, peut sembler encore plus froide que la cruauté. Le gloussement de son mari résonnait encore à mes oreilles. Ce son, si désinvolte, si imperturbable, était comme une autre gifle. Il me disait clairement que ce n'était pas un coup de colère. Ce n'était pas quelque chose qu'elle regretterait plus tard. Non, c'était un divertissement.
Mon humiliation était leur amusement partagé. Pendant des années, j'avais payé pour leur confort, assuré la stabilité de leur foyer, et comblé les manques quand la vie devenait trop chère. Et pourtant, il était assis là, souriant de ma douleur, appréciant le moment où sa femme me réduisait à néant. J'ai baissé la tête et je n'ai rien dit. Mon instinct me disait de parler, de me défendre, de leur rappeler qui j'étais et ce que j'avais donné. Mais ma fierté ne me permettait pas de mendier la dignité. Si j'avais parlé alors, ma voix se serait brisée. Ma colère se serait déversée, et ils l'auraient rejetée comme le caprice d'un vieil homme. Non, j'ai choisi le silence, non pas parce que j'étais d'accord avec eux, mais parce que j'ai refusé de les laisser me voir briser. Mon visage calme était le dernier bouclier qu'il me restait. Mais à l'intérieur, je me brisais. Des souvenirs ont défilé dans mon esprit. Je me suis souvenu de l'avoir porté sur mes épaules quand ses jambes étaient trop fatiguées pour rentrer de l'école. Je me suis souvenu d'être resté debout toute la nuit pour enchaîner les services afin qu'elle puisse avoir une nouvelle robe pour le bal de l'école. Je me suis souvenu de son mariage, me tenant fièrement alors qu'elle entrait dans une vie que j'avais aidé à construire. Et me voilà, des décennies plus tard, réduit au silence à sa table comme un étranger qui aurait abusé de son hospitalité. J'ai essayé de continuer à manger, mais la nourriture est devenue cendre dans ma bouche. Chaque bouchée était lourde, sans goût, suffocante. Ma main tremblait légèrement en soulevant ma fourchette, mais je me suis forcé à mâcher lentement, silencieusement, prétendant que tout allait bien, parce que c'est ce que j'avais fait pendant des années. Prétendre. Prétendre que je ne remarquais pas les roulements d'yeux, le ton dédaigneux, les blagues chuchotées dans mon dos. Prétendre qu'elle m'aimait toujours de la même manière que je l'aimais. Prétendre que j'étais toujours le père dont elle avait besoin. Mais cette nuit-là, il n'y avait pas de faux semblant. L'insulte avait été trop vive, trop publique, trop indéniable. J'ai regardé la table une dernière fois. Mes petits-enfants, silencieux et raides, son mari souriant dans son verre. Ma fille, assise bien droite, satisfaite d'elle-même, faisant avancer la conversation comme si de rien n'était, et moi, me ratatinant à l'intérieur, mon cœur se fissurant silencieusement là où personne ne pouvait le voir. L'humiliation n'était pas seulement dans les mots. C'était dans le fait que personne ne m'a défendu. Personne n'a dit, c'est un peu trop. Personne n'a même essayé de changer de sujet pour m'épargner. Le silence était un accord. Le silence était une approbation. Le silence m'a dit exactement où je me situais dans cette famille. Nulle part. J'ai avalé la dernière bouchée de mon assiette, j'ai posé délicatement ma fourchette et j'ai plié soigneusement ma serviette. Mon visage ne montrait rien. Pas de douleur, pas de colère, pas même de déception, juste du calme. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. S'ils pouvaient m'humilier si facilement, c'est qu'ils avaient déjà cessé de me voir comme un membre de la famille depuis longtemps. Le repas s'est terminé et les gens se sont levés de table. Les chaises ont grincé contre le sol. La vaisselle a cliqueté en étant ramassée. La vie continuait autour de moi, mais je me sentais figé sur place. Mon corps était assis sur cette chaise, mais mon esprit était déjà parti. J'ai su alors que c'était le dernier dîner auquel j'assisterais dans cette maison. Non pas parce que je n'étais pas le bienvenu, mais parce que je ne me permettrais plus jamais d'être humilié de cette façon. Je me suis levé lentement, mes mouvements calmes, prudents, contrôlés. Je n'ai pas claqué ma chaise. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas exigé d'excuses. J'ai simplement marché tranquillement, tenant ma fierté comme un morceau de verre fragile dans ma poitrine. Pour eux, cela a pu ressembler à de la faiblesse. Mais je savais la vérité. C'était le début de quelque chose de plus fort, le début de la fin de mon silence. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, la route était floue à travers mes larmes. Je serrais fort le volant, les jointures blanches, essayant de me contenir. L'humiliation me brûlait la poitrine. Mais en dessous, il y avait autre chose. La résolution. Une résolution calme et stable qui me disait que ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le tournant. Ils pensaient m'avoir réduit au silence. Ils pensaient m'avoir réduit à néant. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que leur rire, leur silence, leur cruauté m'avaient donné quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années, la force de finalement partir. Cette nuit-là, après que les assiettes furent débarrassées et que les rires des autres se furent tus, je ne suis pas rentré directement chez moi. Au lieu de cela, je suis resté assis dans ma voiture, dans leur allée. Le froid du volant s'infiltrait dans mes mains, et le silence pesait sur moi comme une lourde couverture.
Je n'ai pas démarré le moteur. Je n'ai pas allumé la radio. Je suis juste resté là, dans le noir, à regarder la faible lueur de la fenêtre de la cuisine où ma fille s'affairait à l'intérieur, rangeant avec son mari. De cette distance, il ressemblait à une famille, chaleureuse, complète, contente, et pourtant, je n'en faisais pas partie. J'étais garé à l'extérieur de ma propre lignée, comme un étranger. J'ai repensé à ces mots, encore et encore. La ferme, papa. Personne ne s'intéresse à toi. Le son se rejouait dans mon esprit comme un écho cruel que je ne pouvais pas éteindre. Pendant des années, je m'étais convaincu que les petites piques et les remarques dédaigneuses n'avaient pas d'importance. Je me disais que j'imaginais des choses, que le stress la rendait irritable, qu'au fond, elle m'aimait toujours. Mais ces quelques mots ont brisé toutes les excuses que j'avais construites. Si elle pouvait me dire ça devant ses enfants, devant son mari, devant toute sa famille, alors elle n'avait pas juste dérapé. Elle le pensait. Elle y croyait. Elle me voulait silencieux, invisible, effacé. J'étais assis là, les mains tremblantes sur le volant, et j'ai laissé les souvenirs affluer. Je me suis souvenu des nuits où j'avais sauté des repas pour qu'elle puisse manger. Je me suis souvenu des hivers où j'ai fait des doubles services dans un froid glacial pour que ses pieds restent au chaud dans des bottes neuves. Je me suis souvenu des factures d'hôpital que j'ai payées quand elle était malade. Comment je ne lui ai jamais laissé voir la peur dans mes yeux parce que je voulais qu'elle se sente en sécurité. Je me suis souvenu d'être resté debout tard pour l'aider avec ses devoirs, même quand je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Je me suis souvenu des larmes de fierté en la regardant obtenir son diplôme. La joie dans ma poitrine en la conduisant à l'hôtel. La façon dont je me tenais plus droit, même si mon dos me faisait mal à cause des années de labeur. Tous ces sacrifices, toutes ces années, tous ces moments qui, je le pensais, avaient construit l'amour et le respect. Ils semblaient s'effondrer en une seule phrase. J'ai pensé à sa mère, ma défunte femme. Je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête, douce mais ferme, la façon dont elle me défendait chaque fois que quelqu'un essayait de m'ignorer. Si elle avait été en vie, elle n'aurait jamais laissé notre fille me parler de cette façon. Elle aurait étouffé l'insulte avant qu'elle ne quitte ses lèvres. Elle m'a manqué à ce moment-là plus qu'elle ne m'avait manqué depuis des années. Assis seul dans le noir, j'aurais aimé pouvoir me tourner vers elle et demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Où l'avons-nous perdu ?» Mais il n'y avait que le silence. Pendant près d'une heure, je suis resté assis là à réfléchir, non seulement à l'insulte, mais aussi à ma place dans leur vie. J'ai réalisé quelque chose cette nuit-là. Quelque chose qui coupait plus profondément que l'humiliation. J'ai réalisé que je n'étais plus un père à ses yeux. Je n'étais plus l'homme qui avait pourvu, qui avait porté, qui avait construit sa vie pièce par pièce. Pour elle, j'étais un inconvénient, une histoire qui se répète, une chaise qui prend de la place à table. Je n'étais plus de la famille. J'étais un invité qu'elle tolérait, jusqu'à ce que je parle trop. Et cette vérité a brisé en moi quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Des larmes me brûlaient les yeux, bien que j'ai essayé de les chasser. J'ai appuyé mon front contre le volant, chuchotant des prières dans le silence. J'ai demandé de la force, de la clarté, le courage de faire ce que je savais maintenant devoir être fait. Parce qu'une chose est devenue claire dans cette allée. L'amour ne signifie pas se laisser humilier. Le sacrifice ne signifie pas renoncer à sa dignité. Et le silence, bien qu'il m'ait protégé à table, ne pouvait plus être ma seule réponse. J'ai pensé à tout ce que je leur avais donné dans ma vie. L'argent, le temps, la sueur, les années, tout cela investi pour assurer le bonheur de ma fille. Et qu'est-ce que cela m'avait apporté ? Une place à une table où mes paroles n'étaient pas les bienvenues. Un rôle dans une famille où ma présence était tournée en dérision. Une vie où j'étais devenu invisible dans la maison même que j'avais aidé à construire. Alors que la nuit devenait plus froide, j'ai pris une décision. Tranquillement, sans colère, sans crier, sans exiger d'excuses. J'ai décidé que ce serait la dernière insulte que je subirais. Il n'y aurait pas de seconde chance, pas d'espoir de changement, pas d'attente de mots plus doux qui ne viendraient jamais. C'était la ligne à ne pas franchir, et une fois que je l'aurais franchie, il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai finalement démarré le moteur, mais je ne suis pas rentré chez moi avec le même poids que je ressentais auparavant. J'ai conduit avec un calme étrange, comme si mon humiliation m'avait apporté de la clarté. Mon reflet dans le rétroviseur ne ressemblait plus à un vieil homme brisé. Il ressemblait à quelqu'un qui avait enfin vu la vérité et qui était prêt à agir. Cette nuit-là, en me garant dans mon allée et en coupant le moteur,
je suis resté assis un dernier instant en silence. Pas le silence de la honte, mais le silence de la résolution. Je me suis chuchoté, assez. Et j'ai su alors que la prochaine fois que je verrais ma fille, elle ne regarderait pas le même homme qu'elle pensait pouvoir réduire au silence. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'entendais encore sa voix dans ma tête, vive et cruelle. La ferme, papa. Personne ne s'intéresse à toi. Mais cette fois, je ne ressentais pas seulement la piqûre. Je ressentais autre chose. Du pouvoir. Pas de la colère, pas de la vengeance, mais une conscience constante que je n'étais pas aussi impuissant qu'elle le pensait. Ma fille croyait que les années m'avaient dépouillé de mon autorité, que l'âge m'avait rendu dépendant, que je n'étais qu'un vieil homme s'accrochant à des souvenirs. Mais la vérité était écrite sur papier, cachée dans des tiroirs, signée il y a longtemps. La vérité était que beaucoup de choses qu'elle supposait être les siennes, la voiture qu'elle conduisait, le toit au-dessus de sa tête, même le fonds familial qui rendait leur dîner possible étaient encore légalement liés à mon nom. Elle s'était tellement habituée à me traiter comme si je n'avais plus rien à offrir, plus rien à dire, qu'elle avait oublié quelque chose d'important. Je n'avais jamais signé le transfert de ces choses. Je n'avais jamais rendu les clés, ni de la voiture, ni de la maison, ni de la vie que j'avais bâtie avec ma sueur et mon sang. Elle a pris mon silence pour de la faiblesse, mais le silence n'est pas la même chose que l'impuissance. Le silence peut être une arme plus tranchante que les mots si vous savez comment l'utiliser. Je me suis assis à la table de la cuisine dans ma petite maison, une pile de dossiers devant moi, actes de propriété, relevés bancaires, titres, contrats. Chaque page était une preuve des sacrifices que j'avais faits, une preuve des choses que j'avais construites, et une preuve que malgré son arrogance, son confort reposait toujours sur les fondations de mon travail. J'ai pensé à la façon dont elle m'avait regardé à table, me rejetant comme un fardeau, et j'ai presque ri, non pas de joie, mais d'incrédulité. Elle n'avait aucune idée que l'homme à qui elle avait dit de se taire tenait encore les ficelles de sa vie. La voiture qu'elle conduisait, achetée à mon nom, assurée par mon compte. La maison familiale, dont l'hypothèque était co-signée par moi, et le terrain sur lequel elle se trouvait était encore lié à ma signature. Le fonds dans lequel elle puisait quand les factures devenaient trop lourdes. Ma pension, mes économies, s'amenuisant de plus en plus parce que j'avais toujours dit oui quand elle demandait. Elle pensait que le temps avait effacé ma main dans sa vie, mais le temps n'avait rien fait de tel. Mon nom était encore écrit partout. J'ai pris mes vieilles clés de voiture, celles que j'avais glissées dans ma poche à table la veille. En les faisant tourner dans ma paume, j'ai réalisé à quel point ces clés signifiaient. Elles n'étaient pas seulement pour démarrer un moteur. Elles symbolisaient la propriété, le contrôle, l'autorité. Quand je me suis levé et que je les ai prises à table, ce n'était pas un geste anodin. C'était le rappel silencieux que je n'étais pas un invité dans sa vie. J'étais la fondation sur laquelle elle se tenait. Et la vérité, c'est que je pouvais partir à tout moment. La voiture pouvait disparaître d'un simple appel. La maison pouvait être vendue avec une signature. Le fonds pouvait être redirigé, vidé, coupé. Elle pensait m'avoir réduit au silence pour toujours à cette table. Mais elle n'avait fait que réveiller quelque chose que j'avais gardé enfoui trop longtemps. La volonté de reprendre ma dignité. J'ai repensé à l'homme que j'étais. L'homme dont ma femme était tombée amoureuse. Fort, fier, inébranlable. Quelque part en cours de route, je m'étais laissé rapetisser. J'avais laissé les mots acerbes et les regards dédaigneux de ma fille me convaincre que je n'étais rien de plus qu'un vieil homme au bout de son histoire. Mais en regardant ces papiers, ces signatures, ces clés, je me suis souvenu de la vérité. J'étais toujours le patriarche. J'étais toujours l'homme qui avait bâti cette famille. Et mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était la force de la patience, attendant le bon moment pour agir. Je ne suis pas entré en trompe dans sa maison pour la confronter. Je n'ai pas crié ni exigé le respect. Cela aurait été du souffle gaspillé. Non, ma réponse ne viendrait pas en mots. Ma réponse viendrait dans le mouvement silencieux du pouvoir. Ma réponse viendrait dans la prise de conscience que les choses qu'elle pensait lui appartenir pouvaient être enlevées sans élever la voix, sans se battre, sans même un avertissement. En remettant les dossiers dans le tiroir de mon bureau, je me sentais calme. Mon humiliation à table avait allumé un feu en moi, mais il n'était pas sauvage ou incontrôlé. Il était stable, concentré, délibéré. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Je n'avais pas besoin de la supplier de me voir à nouveau comme son père. Cette partie de notre relation était déjà morte. Ce que je devais faire,
c'était me réapproprier. Et je le ferai avec la même patience avec laquelle j'avais toujours vécu. Les clés cliquetaient doucement dans ma main, et je les ai remises dans ma poche. Elles étaient à moi, tout comme tout ce qu'elles supposaient être à elles. Et j'ai réalisé alors que le moment venu, je ne crierai pas. Je ne discuterai pas. Je n'expliquerai même pas. J'agirai simplement, tranquillement, fermement, finalement. Parce que parfois, la vengeance la plus aiguë n'est pas dans le bruit, mais dans le silence. Et j'étais prêt à laisser mon silence parler plus fort que son insulte ne l'avait jamais fait. Le lendemain soir, après une longue journée de silence dans ma petite maison, je savais que le moment était venu. L'humiliation de ce dîner ne s'était pas estompée. Elle s'était installée au plus profond de mes os, stable et indéniable. Je n'étais pas en colère de manière bruyante et explosive. Ma colère s'était refroidie pour devenir quelque chose de plus aiguisé, de plus net. Ce n'était plus la rage qui me guidait. C'était la clarté. Pour la première fois depuis des années, je pouvais voir ma vie sans illusion. Ma fille ne me respectait pas. Mon gendre se moquait de moi. Mes petits-enfants apprenaient à m'ignorer. Je n'étais pas de la famille à leur table. J'étais un meuble. Et j'ai décidé que je ne vivrais pas le reste de ma vie comme un meuble dans la maison de quelqu'un d'autre. Je me suis assis seul à ma table à manger, une simple table en bois avec des rayures et des taches des années passées. Et j'ai exposé mes options. Je pouvais la confronter, lui dire directement à quel point elle m'avait blessé. Mais qu'est-ce que cela apporterait? Plus de rire, plus de dédain, peut-être même une cruauté plus vive. Je pouvais lui pardonner, enterrer l'insulte comme j'en avais enterré tant d'autres. Mais le pardon sans changement n'est que capitulation. Et j'avais capitulé trop de fois déjà. Où je pouvais prendre la décision qui se formait en moi depuis que j'avais ramassé mes clés la veille. Je pouvais partir. Pas temporairement, pas comme un geste dramatique pour lui faire peur, mais entièrement, complètement, définitivement. Plus j'y pensais, plus je ressentais de paix. Partir n'était pas de la lâcheté. C'était de la survie. C'était de la dignité. J'ai réalisé que je m'étais accroché à l'espoir qu'un jour elle me verrait à nouveau comme son père, comme l'homme qui lui avait tout donné. Mais l'espoir m'avait aveuglé. Chaque année, elle était devenue plus froide, plus dédaigneuse, plus cruelle. Et chaque année, je me disais que c'était temporaire. Mais la vérité était là, dans ces mots. Personne ne s'intéresse à toi. Ce n'était pas le stress qui parlait. Ce n'était pas une mauvaise humeur. C'était sa vérité. Et j'ai donc créé la mienne. Je me suis levé de ma chaise, je suis allé au placard et j'ai sorti une petite valise. Pas la grande que j'utilisais pour les longs voyages, mais la petite, celle que l'on emporte quand on ne prévoit pas de revenir. Lentement, méthodiquement, j'ai commencé à faire mes bagages. Quelques chemises, un pantalon, mon manteau chaud, la photo de ma femme que je gardais sur ma table de chevet, et le dossier de papiers importants que j'avais examiné la veille. Je n'ai pas pris grand-chose. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Pour la première fois depuis des décennies, je faisais mes valises pour moi-même. Pas pour un voyage en famille, pas pour les besoins de quelqu'un d'autre, juste pour moi. En pliant mes vêtements, j'ai pensé à la vie que je laissais derrière moi. La maison que ma fille supposait être un jour la sienne, le fond dans lequel elle puisait sans gratitude, la voiture qu'elle pensait posséder, tout cela était lié à moi. Tout cela resterait mien jusqu'à ce que j'en décide autrement. Et je savais qu'en partant, je commencerais le processus pour retirer son nom de tout. Le testament, les comptes, les actes de propriété. Mon silence à cette table avait été la dernière chose qu'elle entendrait de moi. Ma décision maintenant serait plus forte que n'importe quel mot. J'ai traversé la maison une dernière fois. Les murs étaient nus, les pièces calmes. Mais cet endroit avait été le mien. Il avait été rempli de souvenirs de ma femme, d'échos de rires de jours meilleurs, d'une chaleur qui s'était lentement estompée depuis son décès. J'ai touché le cadre de la porte où j'avais autrefois mesuré la taille de ma fille avec un crayon. Chaque ligne, un enregistrement de ses années de croissance. Mes doigts s'y sont attardés, tremblant légèrement. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de chagrin. Pas pour la maison, pas pour les choses, mais pour l'amour qui avait autrefois vécu ici. L'amour qui était mort au moment où elle m'a dit de me taire. Ma valise près de la porte, j'ai pris mes clés. Cette fois, je ne les considérais pas comme les siennes ou celles de quelqu'un d'autre. Elles étaient à moi, symbole de ce que je contrôlais encore, de ce qu'elle ne pourrait jamais me prendre.
Je les ai glissés dans ma poche, j'ai redressé le dos et je me suis chuchoté, c'est la dernière fois. La dernière fois que je mangerai à sa table. La dernière fois que je subirai son mépris. La dernière fois que je laisserai ma vie être réduite au silence. J'ai regardé la pièce une fois de plus, non pas avec tristesse, mais avec finalité. Chaque photo, chaque meuble, chaque souvenir ici avait été teinté de déception. Et je savais que porter ces choses avec moi ne ferait que m'alourdir. Je n'en avais pas besoin. Tout ce dont j'avais besoin, c'était la décision que j'avais déjà prise. Et donc, sans hésitation, j'ai éteint les lumières, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. La rue était calme, le ciel au-dessus, large et infini. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un étrange sentiment de liberté. Pas la liberté de la jeunesse, mais la liberté d'un homme qui avait enfin lâché le poids qui l'écrasait. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas fait de discours. Ma fille me voulait silencieux. Et donc silencieux je serais, mais à mes conditions. Mon silence ne serait plus le silence de l'humiliation. Ce serait le silence du départ, le silence d'une porte qui se ferme, le silence d'un homme qui reprend sa dignité. Cette nuit-là, je suis parti en voiture. Sans destination en tête. Juste loin. Loin des insultes. Loin des yeux froids. Loin de la table où je n'avais plus ma place. Ma décision était finale. Mon chemin, inébranlable. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Parce que parfois, les mots les plus forts qu'un homme puisse prononcer sont l'absence de mots. J'ai conduit toute la nuit, la route sombre s'étendant devant moi comme un chemin que j'avais attendu toute ma vie de prendre. La valise était posée sur le siège à côté de moi, la photo de ma femme dessus, son sourire constant, même dans la faible lueur du tableau de bord. Le bourdonnement du moteur était le seul son, et il me réconfortait plus que toutes les conversations vides que j'avais endurées à la table de ma fille. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais aucun besoin de me justifier, aucun besoin d'adoucir ma présence, aucun besoin de me réfugier dans le silence. Je partais, et je ne reviendrai pas. Au lever du soleil, j'étais à 2 villes de là. Je me suis arrêté dans un petit hôtel de bord de route, le genre avec de la peinture écaillée sur les portes et une enseigne au néon clignotante à l'extérieur. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu paraître bon marché, mais pour moi, cela ressemblait à la liberté. Je me suis enregistré avec rien de plus que mon nom, j'ai payé en espèces et j'ai monté ma petite valise dans les escaliers qui craquaient. La chambre sentait légèrement la poussière, mais c'était la mienne, mon espace, mon choix. Je me suis assis sur le lit, j'ai regardé par la fenêtre la rue inconnue en contrebas, et pour la première fois depuis des décennies, j'ai ressenti une étrange sorte de paix. Ce matin-là, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon avocat. Il était avec moi depuis de nombreuses années, pour la vente de propriété, l'ouverture de compte, la gestion de mon petit pécule. Sa voix était calme, posée, professionnelle. Quand je lui ai dit que je voulais faire des changements immédiats, il ne m'a pas interrogé. Il a simplement dit, dites-moi ce dont vous avez besoin. Et je lui ai tout dit. Je voulais que le nom de ma fille soit retiré de mon testament. Je voulais qu'elle soit coupée de tous les comptes, de tous les actes, de tous les actifs. Je voulais que la maison qu'elle pensait être un jour la sienne soit préparée pour la vente. Je voulais que mon silence se transforme en action. Une action qui ne pourrait pas être défaite. Il a demandé si j'étais sûr. Je n'ai pas hésité. Oui, ai-je dit. J'en suis sûr. Dans les jours qui ont suivi, les papiers ont bougé plus vite que les mots ne l'auraient jamais pu. Signature, transfert, autorisation. Mon avocat a travaillé discrètement, comme je l'avais demandé. Ma fille ne savait rien. Pendant qu'elle vivait ses journées en pensant que ces mots cruels m'avaient réduit au silence, la vérité était le contraire. Mon silence avait commencé à effacer sa place dans mon héritage. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué. Il n'y avait plus rien à expliquer. Le soir, je m'asseyais près de la fenêtre de ce petit hôtel, regardant la rue calme, et je pensais à ce que je faisais. Était-ce dur? Peut-être. Mais était-ce juste? Absolument. Elle avait pris mes sacrifices pour acquis. Elle m'avait humilié devant ses enfants, devant son mari, devant moi-même. Elle m'avait dit que je n'étais rien. Et maintenant, je lui montrais, non pas avec des mots, non pas avec de la colère,
mais avec le silence et les signatures, que j'étais encore tout. J'ai imaginé sa surprise quand la vérité lui parviendrait enfin. Les appels téléphoniques qu'elle passerait, la panique dans sa voix, l'incrédulité quand elle réaliserait que j'étais parti, et que le filet de sécurité sur lequel elle avait toujours compté avait disparu avec moi. Je ne l'ai pas savouré avec joie. Je n'étais pas un homme cruel, mais je savais que c'était nécessaire. Nécessaire pour lui rappeler que le respect n'est pas facultatif, que la famille n'est pas une route à sens unique, qu'un père n'est pas un serviteur à congédier. Chaque matin, je descendais au café du coin près de l'hôtel, je commandais un petit déjeuner et je m'asseyais seul avec mes pensées. Les gens là-bas ne me connaissaient pas. Pour eux, j'étais juste un autre vieil homme avec une valise, sirotant un café et mangeant des toasts. Mais pour moi, cet anonymat était un cadeau. Je n'étais pas, papa, là-bas. Je n'étais pas un fardeau. Je n'étais pas une histoire à faire taire. J'étais juste moi, et c'était suffisant. Après une semaine, la paperasse était terminée. Mon avocat l'a confirmé. Ma fille a été retirée de ma succession. Son nom a été effacé de chaque ligne où il était apparu autrefois. La maison a été mise en vente, le compte sécurisé, les actifs protégés. À chaque changement, je me sentais plus léger. Le poids de l'humiliation a été remplacé par la force de la résolution. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas exigé d'excuses. J'avais simplement disparu. Et ce faisant, j'avais pris tout ce qu'elle pensait être à elle. Une nuit, alors que j'étais assis dans cette petite chambre d'hôtel, j'ai sorti la photo de ma femme et je l'ai posée sur la table de chevet. Je lui ai chuchoté comme si elle pouvait encore m'entendre. J'ai fait ce que tu aurais voulu. Je ne l'ai pas laissé me briser. Je n'ai pas laissé nos sacrifices être tournés en dérision. Je suis parti avec dignité. Et à ce moment-là, j'ai senti sa présence à côté de moi, constante et fière. La disparition n'était pas seulement physique. Elle était émotionnelle, spirituelle, complète. Je n'étais pas seulement parti de leur table. J'étais parti de leur avenir. Et le silence que j'ai laissé derrière moi était plus fort que n'importe quelle dispute que j'aurais pu avoir. Le silence n'a pas duré longtemps. Quelques jours après ma disparition, le téléphone a commencé à sonner. D'abord, 1 ou 2 fois par jour. Puis, à mesure que la nouvelle se répandait, les appels sont devenus incessants. Le numéro de ma fille s'affichait encore et encore sur l'écran, mais je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin. L'avocat avait déjà exécuté mes instructions, et à présent, elle devait apprendre la vérité petit à petit. Au début, sa voix sur les messages était empreinte d'agacement. « Papa, où es-tu ? Ce n'est pas drôle. Rappelle-moi. » Puis, quelques jours plus tard, l'agacement s'est transformé en malaise. « Papa, la banque dit que mon nom n'est plus sur le compte. As-tu fait quelque chose ? Nous devons parler. » Et enfin, le désespoir. « S'il te plaît, papa, ne fais pas ça. Je ne le pensais pas comme ça. Tu ne peux pas simplement m'effacer de tout. Je suis ta fille. » Sa voix s'est brisée sur ce mot, « fille ». Mais l'ironie ne m'a pas échappé. Elle se souvenait que j'étais son père seulement quand elle voulait quelque chose. La maison a été le plus grand choc pour elle. Elle avait toujours supposé qu'elle serait un jour la sienne. Elle l'avait décorée comme si elle lui appartenait déjà. Elle y organisait des événements familiaux comme si elle en était la propriétaire légitime. Mais la vérité est arrivée rapidement quand les papiers sont arrivés. La propriété était mise en vente. Et sa prétention n'était plus qu'un souvenir. Elle m'a appelé, frénétique, criant au téléphone, « Tu ne peux pas vendre ma maison. » Mais elle n'a jamais été la sienne. Elle était la mienne. Et j'avais simplement décidé de reprendre ce qu'elle avait oublié de respecter. Son mari a appelé aussi, sa voix moins désespérée et plus en colère. Il m'a accusé de trahison, de cruauté, de déchirer la famille. J'ai écouté ses messages en secouant la tête. Trahison, cruauté. Il m'avait moqué, réduit au silence, humilié. Il m'avait traité comme un vieil homme qui n'avait plus rien à donner. Et pourtant, quand j'ai finalement agi, c'est moi qui étais le cruel. Ce que j'avais fait n'était pas de la cruauté. C'était de la justice. Une justice calme et mesurée. Les petits-enfants n'ont jamais appelé. Peut-être étaient-ils trop jeunes pour comprendre. Ou peut-être étaient-ils protégés de la vérité. Mais je pensais souvent à eux.
J'espérais qu'un jour, quand il serait plus âgé, il regarderait en arrière et comprendrait que le silence a des limites, que le respect n'est pas facultatif, que même l'homme le plus doux peut choisir de partir. Mon avocat m'a envoyé des mises à jour. La panique de ma fille s'est transformée en résignation une fois qu'elle a réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les papiers étaient signés. Les ventes étaient finales. Les comptes étaient scellés. Elle n'avait aucune réclamation légale, aucun pouvoir pour défaire ce qui avait été fait. Mon silence avait parlé plus fort que son insulte ne l'aurait jamais pu. Et moi? Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas célébré. J'ai simplement respiré plus facilement. Le poids d'attendre son amour. La douleur d'espérer son respect, la peine de subir l'humiliation, tout cela s'est envolé. Je n'attendais plus d'appels qui ne venaient jamais. Je ne m'asseyais plus à une table où mes paroles n'étaient pas désirées. Je ne vivais plus une demi-vie dans l'ombre du manque de respect. Elle m'avait dit de me taire. C'est ce que j'ai fait. Mais mon silence ne signifiait pas la défaite. Il signifiait le départ. Il signifiait qu'elle n'entendrait plus jamais ma voix à sa table, ni ne verrait mon nom dans son avenir. Elle m'avait poussé hors de son monde avec ses mots, et j'avais fermé la porte derrière moi avec mes actions. Au final, les conséquences ont été simples. Elle a perdu tout ce qu'elle pensait être à elle. Et j'ai gagné la seule chose qu'elle ne pourrait jamais me donner. La paix. Aujourd'hui, je suis assis dans un endroit loin de cette table. Un chalet tranquille près des montagnes, entouré de grands pins et du son des rivières qui ne cessent de couler. L'air ici est vif, pur, intact de l'amertume que j'ai laissée derrière moi. Le matin, je me réveille au chant des oiseaux au lieu de voix acerbes. Je prépare mon café lentement, savourant la vapeur qui s'élève de la tasse, et je m'assois près de la fenêtre pendant que le soleil répand sa lumière sur les sommets. Il n'y a pas de tension dans l'air, pas de poids sur ma poitrine, pas de peur des mots cruels qui pourraient venir. Il n'y a que la paix. Au début, le silence semblait étrange. Pendant tant d'années, j'avais vécu dans le bruit de la famille, le bavardage des petits-enfants, la voix réprobatrice de ma fille, l'écho de rire qui ne m'était pas destiné. Mais ce silence est différent. Ce n'est pas le silence de l'humiliation. C'est le silence de la dignité. Ici, quand je choisis de ne pas parler, c'est parce que je suis content, pas parce qu'on me fait taire. Je prends mes repas seul, oui, mais je le fais avec fierté, pas avec honte. Chaque bouchée a le goût de la liberté. Chaque souffle est une reconquête. Je me suis créé un nouveau rythme. Le matin, je marche lentement le long des sentiers de terre, ma canne à la main, saluant de la tête des voisins qui ne connaissent pas mon histoire et n'ont pas besoin de la connaître. Pour eux, je suis juste un autre vieil homme qui aime l'air frais et les longues promenades, et c'est suffisant. L'après-midi, je lis des livres pour lesquels je n'avais jamais eu le temps quand je travaillais et me sacrifiais, des histoires qui m'emmènent loin de mon propre passé. Le soir, je m'assois près du feu, la photographie de ma défunte femme sur la cheminée. Je lui parle parfois doucement, lui racontant ce que j'ai fait, comment j'ai survécu, comment j'ai choisi la dignité plutôt que l'humiliation. Et dans ces moments, je la sens près de moi, comme si elle approuvait. L'argent de la vente de la maison me permet de vivre confortablement. Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste assez pour vivre sans souci. Pour acheter mes médicaments, pour profiter de petits conforts. Le reste, je l'ai placé avec soin. Pas pour ma fille, pas pour l'homme qui s'est moqué de moi, mais pour des causes et des personnes qui l'apprécieront. Pour des enfants dans le besoin, pour des familles qui savent ce que signifie le respect, pour des gens qui comprennent la gratitude. Mon héritage n'ira pas à un sang qui est devenu froid. Il ira à des cœurs qui restent chaleureux. Parfois, je pense à ma fille. Je me demande si elle s'assoit parfois à cette même table et se souvient de la nuit où elle m'a dit de me taire. Je me demande si elle ressent du regret ou si elle a enterré la honte aussi profondément qu'elle a enterré son respect. Mais je me rappelle alors que cela n'a plus d'importance. Ses choix sont les siens et les miens sont les miens. Je n'attends pas ses excuses. Je ne garde pas de place pour son retour. Mon histoire avec elle s'est terminée au moment où je suis parti. Et je ne ressens aucune culpabilité pour cela, car l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Une famille sans dignité n'est pas une famille. Et le silence, lorsqu'il vous est imposé, est une humiliation. Mais le silence choisi de votre propre chef est un pouvoir. Alors je reste ici, dans mon petit chalet dans les montagnes, vivant tranquillement, vivant librement. Je n'ai pas besoin de grands gestes. Pas de soif de vengeance au-delà de ce que j'ai déjà fait.
Ma paix est suffisante. Ma dignité est intacte. Mon cœur, bien que marqué de cicatrices, est stable. Ma dernière pensée est la suivante. Elle m'a dit de me taire. C'est ce que j'ai fait. Et dans mon silence, j'ai pris tout ce qu'elle pensait être à elle.